Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la manière de présenter les résultats d'un modèle ou d'un essai dans une présentation scientifique à l'oral. Je suis Arnaud de Ramaker, professeur et chercheur à l'École Polytechnique de l'Université libre de Bruxelles au sein du service Bâtir. Il n'est probablement pas nécessaire de vous convaincre de la nécessité de présenter correctement les résultats des modèles et des essais que vous avez développés dans votre travail. Pour ce faire, ce qui est central, c'est l'utilisation de graphiques et le choix de leur type et de leur mise en forme. Je vous parlerai également d'un aspect important qui est la comparaison des résultats entre un modèle et un essai et la nécessité de définir une mesure d'erreur. Vous êtes prêts? Vous avez présenté un modèle ou un essai. Il faut maintenant présenter les résultats de manière claire et structurée, en expliquant votre démarche d'analyse et l'information que vous en retirez. Donc ici à gauche, je vous présente un ensemble de points avec les variables x, y. Il est bien difficile de connaître la tendance entre ces deux variables juste sur base du tableau. En traçant les points avec les valeurs de y en fonction de x, on découvre qu'il s'agit simplement d'une fonction sinus. Et en reliant ces points, on peut même faire un petit peu mieux pour voir cette tendance. On voit clairement qu'un graphique est toujours plus parlant qu'un tableau. Alors, il faut aussi choisir le type de graphique. Lorsqu'on a une évolution de différentes variables continues, telles que le temps, la masse, le déplacement, on peut simplement tracer une courbe continue. Ici, on représente par exemple l'évolution y égale x carré ou l'évolution y égale sinus de x. Lorsqu'on veut regarder une corrélation, comme ici, où on a un ensemble de points pour les variables x et y, et on voit très bien qu'il y a une tendance. On a donc ce nuage de points et on va utiliser une régression. Elle peut être linéaire ou quadratique ou autre pour montrer comment ces variables sont corrélées. Un troisième cas, ce sont les comparaisons par exemple, de mêmes variables dans des conditions différentes. Donc, si on mesure le module d'élasticité de cet élément en béton, mais sur différents types de béton, donc un béton initial et un béton modifié, avec 5 spécimens dans ce cas-ci, on peut utiliser ce type de graphique de type barre pour comparer les différentes valeurs du module d'élasticité dans ces différentes configurations. Enfin, lorsqu'on a affaire à des distributions d'une même variable avec de nombreuses mesures, par exemple, ici un module d'élasticité qui aurait été mesuré 100 fois, on peut représenter sa distribution sous la forme d'un histogramme. Donc attention au style par défaut. Ici, c'est de nouveau la fonction y égale sinus x qui a été représentée grâce au logiciel MATLAB. Alors vous pouvez, dans MATLAB ou dans Python, changer des paramètres et obtenir par exemple ceci. Ici, j'ai utilisé des fonctions pour changer l'épaisseur du trait, changer sa couleur et changer le type d'axe aussi, ainsi que enlever la boîte autour. Attention aussi au style par défaut dans les légendes. On voit ici que la légende est d'une part écrite beaucoup trop petit, mais elle empiète aussi sur le graphique. Alors on peut bien sûr changer ça dans MATLAB et Python et positionner la légende ailleurs, mais on peut aussi travailler en mettant une légende un petit peu plus facile à lire, c'est-à-dire en indiquant la valeur et une flèche vers la courbe. Ceci peut être fait avec Inkscape ou directement dans PowerPoint. Quelques points d'attention pour les graphiques. Bien sûr, faites attention à indiquer vos axes et vos unités, donc quelles sont les grandeurs représentées sur les axes et donner les unités. Faites attention à la taille des caractères. Faites aussi attention à l'uniformité à travers la présentation. Donc si vous avez un autre type de graphique dans lequel l'axe des X est différent, et l'axe des Y aussi d'ailleurs, ce n'est pas une raison pour changer le type de représentation, les couleurs et le graphisme en général.
Donc, supposons que ceci soit le résultat d'un modèle. Il est important alors, lorsqu'on a représenté ce graphique, de mettre l'équation qui correspond à côté du graphe, ici, y égale a sinus x. Il est aussi important de rajouter un schéma pour voir d'où vient cette équation. Donc, par exemple, ici, on a le cercle de type trigonométrique dans lequel on voit très bien que y est égal à a sinus x. Finalement, il faut aussi donner les paramètres utilisés qui permettent de reproduire les résultats. Ici, il faut donner la valeur de a qui est égale à 1. Un exemple dans le domaine des vibrations, il s'agit de la réponse harmonique d'un système masse-ressort. Alors nous ne nous attarderons pas sur les équations, mais en faisant un développement et en définissant certaines grandeurs, on arrive au résultat que x sur x0 est égal à 1 sur 1 moins oméga carré sur oméga n carré. Ceci est une expression analytique. Ensuite, ce facteur d'amplification dynamique, on voudrait le représenter à l'aide d'un diagramme qui s'appelle un diagramme de Bode, dans lequel on représente cette amplitude x sur x0 avec un axe logarithmique en fonction de oméga sur oméga n. Notez que puisque les valeurs sont adimensionnées avec x sur x0 et oméga sur oméga n, il n'est pas nécessaire de donner des valeurs pour pouvoir représenter ce graphique. Par contre, ce qui est conseillé, c'est de mettre l'équation qui correspond à cette évolution sur le même graphique. Prenons un second exemple un petit peu plus complexe, celui de la réponse temporelle d'un système masse-ressort. On peut montrer que cette réponse x de t se calcule via une intégrale de convolution entre la force appliquée et la réponse impulsionnelle. Cette réponse impulsionnelle est donnée par cette fonction qui est représentée ici et les paramètres qui permettent de la représenter sont donnés à droite. On souhaite donc calculer la réponse de ce système masse-ressort à une force de type sinus qui lui est appliquée via cette intégrale de convolution. Étant donné que dans le cas général, il n'existe pas d'expression analytique du résultat de cette convolution, on va devoir passer par une approximation numérique. Ici, on utilise la fonction MATLAB conv, ce qui nécessite de discrétiser en temps nos différentes fonctions avec un pas de temps qui est donné ici. Le résultat est donc donné sur la graphique de droite. Ceci est l'évolution de x en fonction du temps pour une fonction sinus qui lui est appliquée. Et il est toujours conseillé de laisser à côté des graphiques un schéma qui représente le système qu'on étudie et ici la force qui lui est appliquée. Quelques points d'attention. Donc les solutions d'un modèle, elles peuvent être analytiques, il suffit alors de tracer la courbe, ou numérique. Il faut alors également résoudre et expliquer quelle est la méthode de résolution qui a été utilisée. Donc en général, je vous conseille de représenter la solution avec une courbe continue, même si la méthode de résolution est discrète. Par exemple, dans le cas précédent, nous avions une force d'entrée dont l'expression était analytique et qu'on peut donc représenter par une courbe continue. Une réponse impulsionnelle dont l'expression est également analytique. Par contre, lorsqu'on veut appliquer la convolution, il faudra avoir recours à une méthode numérique pour obtenir le déplacement en fonction du temps, qui sera donc un résultat numérique et discret. Un dernier point d'attention, que ce soit Python, Excel ou MATLAB, ce sont des outils et non des méthodes de résolution. Ils peuvent servir soit à tracer des courbes analytiques ou des résultats de calcul, soit à appliquer des méthodes de résolution numérique. Dans ce dernier cas, soyez spécifique. Expliquez la méthode de résolution utilisée et pas seulement l'outil. C'est toujours une bonne idée de mettre la photo de l'essai qui a été réalisé. Ici, il s'agit d'un essai de traction sur un ressort. Et vous voyez ici la machine qui va tirer sur le ressort au centre. J'ai aussi fait un zoom pour montrer ce ressort inséré dans la machine.
Et il est toujours utile aussi d'adjoindre un schéma. Donc ce schéma va représenter le ressort qui est fixe d'un côté et sur lequel on va tirer de l'autre côté et on va mesurer le déplacement X. On peut aussi, et il est conseillé d'indiquer sur les photos ce qui est mesuré. Donc ici on voit qu'il y a un capteur de force qui va mesurer donc la force qui est appliquée sur le ressort. Et il y a cette partie de la machine qui monte et qui descend et qui va donc mesurer le déplacement. Supposons que nous n'avons fait que quelques mesures et dans ce cas, il faut mettre les points en avant. Ici, par exemple, on a 5 mesures plus le point d'origine. On va donc représenter uniquement les points. Alors on peut aussi connecter ces points par des lignes, mais attention aux interpolations. Dans Excel par exemple, il y a certains types d'interpolations qui ne passent pas par les points mesurés. Il est donc toujours conseillé de représenter ces points et pas uniquement les connexions. Il peut arriver aussi que la densité des mesures soit plus élevée et on va alors préférer tracer un trait continu. Si par exemple vous avez 500 points de mesure, vous voyez qu'on ne voit plus vraiment les points et il vaut mieux dans ce cas faire un trait continu. Alors vous avez un certain nombre de points et il est assez tentant de faire des régressions. Donc l'utilisation d'une régression, elle doit toujours être justifiée par un modèle physique présupposé. Ici par exemple, on avait fait l'hypothèse dans une vidéo précédente que le ressort était linéaire et donc le modèle est f égale kx. Comme ce modèle est linéaire, on peut justifier clairement pourquoi on va utiliser une régression linéaire sur les points. Lorsque on représente ces points et la régression linéaire, il faut indiquer clairement ce qu'est la ligne. Ici, on a indiqué que c'était une régression linéaire et en donner les paramètres. Donc ici, la pente donne la raideur du ressort. Un point à noter bien sûr, c'est que la qualité de la régression va dépendre du nombre de points utilisés. Si on n'a que 5 points de mesure ou si on en a 500, la qualité sera nettement meilleure avec 500 points. Alors, on peut aussi vouloir représenter la variabilité d'un essai. Pour ce faire, on peut simplement représenter tous les essais. Ici, on a fait 4 essais de traction sur le ressort et on les représente tous les 4. Une représentation plus compacte consisterait à montrer uniquement le minimum et le maximum de la force pour chaque valeur du déplacement. Alors, une représentation assez commune, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la moyenne et l'écart type, donc des valeurs statistiques. Voici la représentation de la moyenne plus ou moins 3 écarts types. On voit clairement que ceci surestime la variabilité de nos données et ce n'est pas étonnant. Quel est le sens d'un écart type lorsque vous n'avez que 4 essais? Les grandeurs statistiques sont définies pour des très grands échantillons. Il n'est donc pas indiqué de les utiliser lorsque vous n'avez que quelques essais. Supposons maintenant qu'on va faire des mesures sur plusieurs ressorts différents. Donc on peut représenter tous les essais. Ici nous avons 4 ressorts et 4 résultats d'essais de traction. Alors pour aller plus loin, on peut comparer les pentes et donc les raideurs des ressorts. C'est ce qui est fait ici dans un diagramme de type bar et on a rajouté une valeur statistique qui est la moyenne, mais pas l'écart type comme discuté déjà avant. Un dernier point pour présenter des résultats d'essai, ce sont les barres d'erreur. Il faut indiquer des barres d'erreur uniquement si vous êtes capable de les estimer. Vous devez alors justifier les valeurs de ces barres d'erreur et le fait qu'elles sont sur un ou deux axes. Ceci permet de voir si la régression est pertinente. Ici, on voit bien que la régression linéaire est dans les barres d'erreur et elle est donc pertinente. Pour ce graphique, on a estimé que la précision de mesure de X était de plus ou moins 2 mm, puisqu'on utilisait quelque chose de visuel, et la précision sur la mesure du capteur de force est de plus ou moins 0,4 kN selon la datasheet. Ce sont évidemment
juste des exemples de valeurs qui ne sont pas forcément réalistes. Pour comparer un modèle avec des essais, il faut mettre un schéma du modèle et éventuellement une photo ou un schéma de l'essai. Ensuite, représenter les résultats de modèle essai sur le même graphique. On voit ici les essais représentés par des points et le modèle représenté par un trait continu. Il est également conseillé de donner les paramètres et les équations qui ont permis de tracer le modèle. Ici donc, f égale kx avec la valeur de k qui est indiquée. L'objectif d'une comparaison modèle-essai, c'est d'estimer si le modèle représente bien les essais. On pourrait être tenté de le faire de manière assez subjective et dire oui, la comparaison est assez bonne. Mais ceci n'est évidemment pas une démarche d'ingénieur et donc il faut définir une erreur sur base de laquelle on va pouvoir dire si la comparaison modèle-essai est bonne ou pas. Donc ici, j'ai défini une erreur qui se base sur la différence entre la force donnée par l'essai et la force donnée par le modèle. Ce calcul d'erreur sur les différents points ici va me donner une erreur de 16,74%. Ceci va me permettre de comparer deux modèles par rapport au même essai pour dire lequel est le plus proche en fonction de cette valeur d'erreur. Il arrivera régulièrement que le modèle ne reproduise pas fidèlement les essais. Alors, quelles peuvent être les sources de ces erreurs? Eh bien, la première ici pourrait être le modèle lui-même. Le modèle suppose que le ressort est linéaire. Est-ce vraiment le cas? La deuxième source, ça pourrait être les valeurs de paramètres, puisque on a pris une valeur de k, par exemple, dans une datasheet. Elle est donnée ici, et il faut être conscient du fait que cette valeur a une certaine variabilité qui est liée aux tolérances et aux propriétés des matériaux utilisés, ainsi qu'au processus de fabrication, par exemple. Il peut évidemment y avoir des sources d'erreurs dans l'essai. On a déjà parlé des barres d'erreur qui sont liées à la précision de mesure, mais il pourrait y avoir d'autres sources d'erreurs, comme par exemple le fait que le ressort n'était pas bien attaché et pas totalement fixe à la base lors de l'essai. Finalement, je voudrais attirer votre attention sur l'importance du choix des points de mesure. Attention à bien les répartir. Voici un exemple où on a fait un ensemble de mesures sur un ressort, mais qui sont très rapprochés, donc pour des valeurs de x très proches. On voit que le premier modèle ici, qui est quadratique, va bien coller à ces mesures, mais on pourrait tout aussi bien faire passer un modèle linéaire par ces points. Donc les points d'essai ici sont trop proches et plusieurs modèles quadratico-linéaires pourraient convenir. Vous trouverez dans le PDF joint à cette présentation des exemples pratiques de ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire pour présenter des résultats d'un modèle ou d'un essai. Les résultats sont au cœur de votre présentation et il est donc important de passer du temps à les mettre en forme et à les exploiter. Vous aurez relativement peu de temps pour les présenter, il faut donc le faire de manière concise et efficace. Vous arrivez tout doucement au terme de votre présentation. Vous avez introduit un contexte, vous avez parlé de vos modèles et de vos essais et vous avez présenté les résultats. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la manière de conclure un exposé scientifique à l'oral.